Donc j'ai eu plusieurs vies. J'ai été cascadeur, puis imprimeur, puis j'ai décidé de tout arrêter. Je suis devenu prof de Krav Maga, puis coach de CrossFit, puis coach en PNL, mindset pour entrepreneurs, puis conférencier, puis plein d'autres choses pour lesquelles j'ai gagné de l'argent. J'ai été DJ, j'ai mixé aux États-Unis, enfin plein de choses. Et là, grâce à l'impulsion, voilà, la naissance de ma fille qui a été l'une des épreuves les plus dures dans ce qu'elle a engendré, mais l'un des plus beaux cadeaux que la vie m'a fait, je me sens plus aligné que jamais. Les étoiles sont en train de s'aligner, le chemin il est pas facile, mais voilà, il y a plein de réalisations, plein de choses, voilà. Donc ouais, une vraie fierté pour quelqu'un qui a bac-2 dans sa vie, d'arriver à atteindre voilà, certains chiffres d'affaires, un certain confort de vie, certains dynamismes, etc., de s'autoriser à vivre selon ses codes. Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Freitag, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans mon émission. Dans mes capsules pleines d'amour, mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Pour soutenir mon émission, je t'invite, toi auditeur, à t'abonner à ma chaîne. Je te donne de la valeur, prends-le, savoure et rends-le-moi en retour avec tes likes et tes commentaires. Merci par avance. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Romain Drouet. Bonjour Romain. Bonjour Stéphanie et bonjour à tout le monde et ravi d'être là. Romain, tu es conférencier et coach neuro-émotionnel. Tu prônes la puissance des émotions pour sortir des états post-traumatiques. Tu es aussi papa entrepreneur. J'apprécie particulièrement tes posts où tu partages ton quotidien pour nous permettre d'être à la fois parents et entrepreneurs. Moi, je me souviens qu'il y a 15 ans, quand ma fille elle est née, rien que prendre 3 jours de congé paternité, c'était mal vu dans ma boîte. Mon mari, il a été obligé de déclarer une grossesse à la CAF pour pouvoir prendre son congé parental. Pour te dire à quel point c'était pas prévu pour ça. Il n'y avait pas de place pour les pères à cet endroit-là. C'était un truc de fou. Et je trouve ça génial, l'évolution des mentalités qu'il y a eu juste en quelques années. Je te remercie vraiment pour ce que tu offres. Tu inspires les hommes à oser se montrer comme des bons papas, même dans leur business. Et ça, c'est précieux. On s'est rencontrés sur la scène du Palais des Congrès de Montpellier avec la troupe de conférenciers du show Inspire-Expire. Et je t'invite aujourd'hui dans mon mission parce que j'apprécie particulièrement ta sensibilité, ton audace qui t'ont permis de traverser les épreuves de ta vie. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Écoute, merci. Quel beau portrait. Tu viens directement me toucher sur un sujet qui, bien évidemment, est majeur pour moi, ma fille et mon rôle de papa. Et j'aime ton intro qui met en avant, dans un monde aujourd'hui, à juste titre, qui prône l'égalité, la place des femmes, etc. Moi, ce que je dis, c'est qu'aussi, en tant qu'homme, nous aussi, on en chie dans notre éducation. Donc moi, je suis né dans les années 80, avec, tu sais, l'impulsion de ces héros de films d'action, toujours plus forts, voilà, coupés de leurs émotions pour la plupart, voilà, c'est ça. Bon, j'ai pas encore tous les muscles que eux avaient, les héros de mon enfance, mais bon, ça va, aujourd'hui, ils sont tout pourris, les héros de mon enfance, donc je le vis beaucoup mieux. Mais on en parle moins, ou en tout cas, nous, on le dit pas. Mais pour autant, tu le disais à juste titre, quand un enfant vient au monde et que toi, tu es papa, tu dois retourner au boulot et laisser ta femme, ton enfant à la maison, alors que tu auras envie d'être avec eux, c'est dur. Alors, je vais te dire c'est dur, je vais parler de moi. Moi, en tout cas, à ce moment-là, j'ai fait un choix qui était de pas retourner au boulot et de construire un nouveau boulot. Parce que voilà, ma priorité, c'était cet enfant qui venait d'arriver dans ce monde. Justement, Romain, pour ceux qui ne se connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Alors, c'est toujours difficile de me définir, tant par mon parcours, je suis rentré dans aucune case. Je dirais aujourd'hui, et si tu le veux bien, je continuerai de me définir tout au long de notre échange. Voilà, Romain Drouet, papa d'une petite fille de 5 ans, tantôt conférencier, tantôt coach, tantôt sportif, tantôt... J'ai beaucoup de mal à rentrer dans une case, ça a été le problème de ma vie, en tant que j'ai découvert très tard haut potentiel, alors que j'étais un échec scolaire et quelqu'un qui justement trouvait pas sa place. Et puis on en parlait en off juste avant
trouble de l'attention, donc tu vois, encore plus difficile de se concentrer sur une chose. Donc aujourd'hui, je dirais que bah voilà, je suis un homme qui essaye d'inspirer les autres de par son parcours, de montrer que nos épreuves, notre vécu peuvent être magnifiés. Et simplement, j'essaye de voilà, donner un sens à ce que j'ai pu traverser par moment pour dire aux autres, ben, vous pouvez fonctionner à votre plein potentiel si simplement vous vous donnez l'autorisation de le faire. Ça me parle beaucoup parce que moi aussi, je suis dyslexique. J'ai découvert que j'étais dyslexique à 25 ans. J'ai été diagnostiquée. À 30 ans, ma mère m'a dit, mais si, tu es au potentiel. Je le savais depuis que tu avais 5 ans, mais on ne te l'a pas dit. J'ai toujours cru que j'étais nulle. Je ne savais pas lire. J'ai appris à lire couramment à 30 ans. J'étais persuadée d'être nulle. C'est un truc C'est de fou, quoi. c'est incroyable le fait, ça ne m'étonne pas parce que je le vis de l'intérieur. Mais moi, toute ma vie, j'ai cru que j'étais qu'un naze. Parce que j'avais aussi, bon, j'ai des difficultés, on en parlera peut-être, ou je sais pas, on verra. Mais voilà, un premier père absent, un deuxième père qui m'a. J'ai subi des violences psychologiques, des humiliations, des choses comme ça. Et donc forcément, bah, on évolue avec l'idée, comme en plus on comprend pas à l'école, on comprend pas que les autres comprennent pas, devient toujours plus compliqué, on se pose des questions que les autres se posent pas, etc. Donc forcément, on est le mec bizarre, ou la nana bizarre, ou ce qu'on veut de bizarre en tout cas. Et moi, j'ai remarqué, en tout cas, à chaque fois que j'échange avec une personne au potentiel ou autre, c'est toujours des profondes remises en question. Et donc, on a tendance à prendre pour nous ce que les autres disent, et effectivement, un jour, mais non, tu sais, c'est cette phase de déni, mais non, je suis pas particulier, je suis pas spécial. Ben si, en fait. Ah bon. Ok, bon bah voilà, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Ça a été quoi les 3 grandes réalisations de ta vie qui te donnent de la fierté ou de la gratitude aujourd'hui? Bah alors, bien évidemment, sur le haut du podium, il y a lorsque je suis devenu père. C'était en 2019, et c'était pas planifié. Moi, j'ai toujours prétendu, voulu. Moi, j'aurais pas d'enfant. C'est trop de contraintes. Non, non, tu sais, le mec célibataire qui veut rester. Voilà. Et puis, en fait, un jour, la vie t'envoie un signe. Et là, tu prends une vague d'amour. En tout cas, moi, voilà, j'ai pris une vague d'amour dans la tronche. Et pas un seul instant, je me suis posé la question, est-ce que je garde ou non l'enfant? Est-ce que j'ai tout abandonné? À l'époque, je devais partir vivre à l'autre bout du monde. Et j'ai appris 2 semaines avant de tout quitter que j'allais devenir père. Et donc, mon idée, c'était je vais quand même au Canada vivre et je fais venir ma copine de l'époque, mon enfant, je construis une vie et je travaillerai dur, etc. Et puis ma nana m'a dit, Romain, je vais pas tout quitter pour te rejoindre à l'autre bout du monde, alors que tu vas travailler 60 heures par semaine, je vais pas te voir. Et donc j'ai tout abandonné pour revenir, reconstruire une vie, repartir de zéro, etc. etc. Donc ma fierté n'est pas tant dans les réalisations, ma fierté là-dessus est dans les choix que j'ai faits et que j'ai assumés. Je suis fier d'avoir assumé ce choix, alors que moi-même, j'ai eu 2 figures paternelles qui, eux, n'ont pas assumé leur choix. Donc ça, aujourd'hui, ouais, c'est une grande fierté. Les deuxièmes, c'est pas tant des... Enfin, si tu me parles de 3 réalisations, le numéro 2, numéro 3, ce serait pas tant quelque chose que j'ai accompli, mais plutôt quelque chose que j'ai transformé. Un état d'esprit de remise en question permanente. C'est-à-dire que c'est le thème de ma conférence. D'ailleurs, tu disais qu'on s'était croisés sur la scène du Palais des Congrès à Montpellier. Le thème de ma conférence, c'est le pouvoir de l'ego. Et c'est quelque chose qui a habité mes 2 papas et quelque chose dans lequel moi aussi je me suis réfugié. Et le switch a été de dire à un moment, ce truc-là, il est utile dans un certain degré, dans un certain coin de ma vie, mais par contre il est en train de gangréner tout le reste. Ce serait peut-être temps que je le dépasse. Et c'est un travail que je suis encore en train de faire. Je pense que c'est un travail d'une vie, en tout cas, surtout dans nos sociétés modernes. Parce que je dis, on entend beaucoup parler de il faut détruire l'ego, etc. Non. Ouais, ok, mais moi je vis pas Quelqu'un qui dans n'a un pas d'ego, machine. c'est une vieille chaussette merdique, hein. Ouais, Donc, ouais, non, non, faut pas trop, hein, pas trop, pas trop. je suis assez d'accord. Et en fait, C'est si un je vis juste dans une milieu, un société, tu équilibre, vois, hein. voilà, c'est ça. Dans notre société moderne, il faut savoir le mettre au bon endroit, en fait. Et là, tu en fais une force. Donc, ma deuxième réalisation serait celle-ci. Et bon, allez, la troisième, on va aller dans quelque chose de plus matérialiste et terre à terre. C'est que je suis quelqu'un, on en parlait juste avant, mais je me suis beaucoup cherché. Donc j'ai eu plusieurs vies, j'ai été imprimeur, puis j'ai été cascadeur, puis imprimeur, puis j'ai décidé de tout arrêter, je suis devenu prof de Krav Maga, puis coach de CrossFit, puis coach en PNL, mindset pour entrepreneurs, puis conférencier,
Puis plein d'autres choses pour lesquelles j'ai gagné de l'argent. J'ai été DJ, j'ai mixé aux États-Unis, enfin plein de choses. Et là, grâce à l'impulsion, voilà, la naissance de ma fille qui a été l'une des épreuves les plus dures dans ce qu'elle a engendré, mais l'un des plus beaux cadeaux que la vie m'a fait, je me sens plus aligné que jamais. Les étoiles sont en train de s'aligner, le chemin il n'est pas facile, mais voilà, il y a plein de réalisations, plein de choses, voilà. Donc ouais, une vraie fierté pour quelqu'un qui a bac-2 dans sa vie, d'arriver à atteindre voilà, certains chiffres d'affaires, certains conforts de vie, certains dynamismes, etc., de s'autoriser à vivre selon ses codes. Donc voilà, 4e réalisation, oser m'affirmer et m'en foutre du regard des gens, malgré le fait que toute ma vie, j'ai cherché à trouver une place et aujourd'hui, bah, voilà, vous pouvez bien penser ce que vous voulez de moi, je m'en fous. On y reviendra justement sur ce point-là. Très bien. Super. Est-ce que ta sensibilité a été difficile dans ta vie? Alors, pour moi, ça va être compliqué de répondre à ça, dans le sens où bah, j'ai toujours vécu comme ça. On a fait, toi et moi, je pense, le même parcours de conférencier. On vient de la même école, on évolue dans la même troupe. Et j'ai eu notre mentor au téléphone hier qui me disait « Mais Romain, ta vie n'est pas banale. Rends-toi compte, ce que tu as vécu, c'est exceptionnel. Avoir un papa qui a passé la moitié de sa vie en prison, avoir soulevé une arme à feu à l'âge de 9 ans, ce n'est pas banal. » Mais moi, c'est mon quotidien, en fait. Donc ma sensibilité, j'ai pas eu un jour où ça allait bien et poum. Parce que j'ai toujours vécu comme ça, donc c'est ma norme, en fait. Tu as peut-être senti un décalage par rapport aux autres. Mais toute ma vie. Ouais. Quand j'étais en maternelle, j'avais 5 ans. J'arrivais déjà à influencer mes camarades. Quand je parlais d'une chose, je comprenais que lui ne comprenait pas. Je voyais et j'allais m'intéresser, j'allais jouer avec des grands, des adultes. Quand j'étais en CP, CE1, CE2, j'étais premier de la classe, je me savais différent. Intérieurement, je me savais dans le premier, je me savais dans les meilleurs. Mais la vie a fait qu'à un moment, je me suis persuadé du contraire. Pour autant, mon beau-père, je le manipulais déjà à 6 ans. Je savais quoi lui dire, pourquoi obtenir, etc. Donc, en fait, au début de ma vie, oui, et puis j'ai comme refoulé ça. On en parlait, hein, mais voilà, persuadé que non, en fait, tout ça, c'est moi qui me faisais des délires. Et puis tout confirmait ça. Échec scolaire, isolement social, j'avais pas beaucoup de copains. À la maison, j'étais mis en marge de la famille, donc même dans ma famille, je me sentais pas chez moi. Je partais à longueur de temps de la maison parce que quand il y avait mon beau-père, c'était voilà, il rentrait, j'avais la boule au ventre, je savais pas si j'allais me prendre une gifle, si j'allais me faire prendre une réflexion ou quoi que ce soit. Donc j'ai toujours vécu comme ça. Aujourd'hui, à travers le chemin que j'ai fait, ma sensibilité, comme je fusionne avec, mais en tout cas je l'accepte beaucoup plus. Elle me donne de la puissance sur scène, par exemple. Elle me donne de la puissance dans plein d'autres domaines. Mais effectivement, ouais, c'est pas c'est pas tous les hommes qui assument de pleurer devant la Reine des Neiges, tu vois. Et on va leur qui se foutent de ma gueule. Ah, t'as pleuré devant la Reine des Neiges. Je dis, mais t'as écouté les paroles de la Reine des Neiges? Libéré, délivré. Moi, j'étais avec ma fille le jour où j'ai vraiment écouté cette musique. Ma fille, elle veut regarder la Reine des Neiges. Ok, fille, on met la Reine des Neiges. Et là, j'entends les paroles de libéré, délivré. Je prends dans la face la symbolique de la scène. C'est un enfant qui a bridé ses pouvoirs pour pouvoir être accepté par la société. Et je t'en parle avec une émotion. C'est que... ça me donne Ben ouais, le jour en fait où elle accepte d'assumer son super pouvoir, elle doit s'isoler. C'est l'histoire de ma vie en fait. Et donc forcément, je regarde ça, je chiale. Ma fille qui me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, papa, t'es triste? Non, ma fille, j'ai une émotion. Et ma fille, quelques jours plus tard, qui vit une émotion, qui me dit, papa, je suis triste de joie. T'es triste de joie. Ok, c'est intéressant, tu vois, elle a des larmes, donc c'est la tristesse, mais c'est la joie qui génère ça. Elle a été triste de joie quand elle a vu le passage de la flamme olympique à Montpellier. On a passé, tu vois, je te parle de ma fille et ça, mais on a passé 3 heures à attendre ça, machin, et au moment où elle voit la flamme, et il faut partir parce que c'est fini, le spectacle est fini. Oui. Mais non, elle voulait rester, elle voulait encore vivre ça. Ça avait été intense pour elle, et dans la voiture sur le chemin du retour, elle était là, elle avait quelques larmes et tout, elle a 5 ans, ma fille. Mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Je suis triste de joie. Et bah tiens, nouvelle réalisation, offrir cette opportunité à mon enfant d'être connecté à ses émotions, de pouvoir les exprimer, tu vois, ça c'est une grande, grande fierté pour moi.
Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfait qu'ils sont. T'en es où, toi, sur ce chemin d'amour inconditionnel? Moi, je me kiffe. Je me trouve tout bonnement génial. Mais ouais, quand je me suis formé à la PNL, ça a été un long cursus et moi, je suis du genre à faire les choses à 2000%. Donc, j'ai eu une formation d'1 an et demi, PNL, hypnose, psychopatho. Tous les protocoles que j'ai pu apprendre, en plus, c'était une école qui nous formait plutôt sur la thérapie que le coaching. Donc, autant dire que le formateur nous a dit, vous venez pas faire votre thérapie ici. Ok, il n'y a pas de problème. Par contre, vous allez tester les protocoles sur vous. Donc, moi, je suis allé déterrer tous mes cadavres. Hein. J'ai fait un chemin de pardon à mon père, machin, je me suis effondré en pleurs dans les bras de mon formateur, etc. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, toute la vie, je m'étais appris, la vie m'avait appris, et moi j'avais accepté ça, j'avais appris à me détester. Mais en fait, quand tu viens au monde, tu te poses pas cette question, tu t'aimes, point. Et pour moi, un enfant vient au monde pur. Et c'est l'adulte qui corrompt cette pureté. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on peut la retrouver. Mais si on a appris à se détester, on peut aussi apprendre à s'aimer. Par des choses relativement simples. J'enseigne à mes clients à se draguer. Je dis, ouais, mais comment tu rentres en relation avec toi-même, en fait? Mais oui, mais c'est bête. Mais tu vois, moi, tous les soirs, je prends un vrai moment pour nettoyer toute ma cuisine, mon plan de travail et machin. Pourquoi? Parce que j'adore le matin quand je me lève et que c'est tout propre. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Donc, je le fais pour moi. Tous les matins, je fais mon lit bien propre, j'aère, etc. Comme ça, le soir, quand j'arrive dans ma chambre pour aller me coucher, oh, tiens, le lit est fait, c'est chouette, c'est un cadeau que je me suis fait. Et ce sont ces petites attentions, comme dans un couple, qui vont créer l'amour. Tu connais les 5 langages de l'amour. Moi, j'aime beaucoup les attentions, et donc je me fais des attentions. Quand je me fais de la cuisine... Est-ce que tu peux les redonner pour les internautes qui ne connaissent pas, les 5 Oui, langages de alors l'amour? faut pas que j'en oublie, parce que sinon... Je vais t'aider. mais t'as grosso modo les paroles agréables. Ouais. Donc, en fait, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas, 5 façons de communiquer son amour. Il y a les mots gentils, les paroles agréables, les attentions, les gestes, le côté tactile, les cadeaux et les moments de qualité. Ouais, j'en ai oublié aucun. Et en fait, on a des sensibilités particulières. Moi, les cadeaux, c'est pas ce qui me touche, mais par contre, les moments de qualité et les attentions, ça, c'est mon langage de l'amour. Qu'on me dise 20 fois par jour je t'aime, ça me gonfle. Et du coup, je ne le dis pas forcément. Et j'ai du mal à le dire, tu vois. Mais voilà, moi, c'est les attentions et les moments de qualité. Du coup, hier, j'ai eu une journée un peu dense. J'ai appelé une amie qui est masseuse. Je dis, tu peux me recevoir à 18h. Ok. Et je suis allé me faire masser à 18h. Et puis du coup, je l'ai invité au resto après pour qu'on aille manger tous les deux. Et moment de qualité, moment de partage, attention. Voilà. Et donc, fais pour toi ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et pareil, mes clients, je leur dis, si tu devais parler à tes amis ou à tes proches comme tu te parles, tu serais tout seul. Donc mettons de la conscience là-dessus, en fait, et créons du lien avec nous-mêmes. Et souvent, quand je dis que je me kiffe et que je me trouve génial, quand tu as des gens qui ont peu confiance en eux, ils me disent « Oui, mais quand tu le dis, ça passe. » Pourquoi ça passe? Parce que tu vois, moi, je suis en train de te parler, en face de moi en visio, et quand je dis que je suis génial, mon intention, et ce que je dis, c'est pas « je suis plus génial que toi », c'est « je suis génial ». Et je suis une personne géniale qui s'adresse à une autre personne absolument géniale. Et je ne cherche pas à me niveler dans un niveau de génialité, ou génialitude, où vous mettrez ce que vous voulez. J'ai pas le bac, hein, donc. mais en tout cas, je suis pas en compétition. Mais c'est pour moi, je te regarde et je vois ton plein potentiel comme dans Avatar. Je te vois. Je te vois. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes coachings. Quand j'étais prof de craft pendant 10 ans, je disais à toutes les personnes qui rentraient dans mon club, je leur disais « J'aimerais que tu te vois comme je te vois ». Et mon travail, déjà quand j'étais prof de sport, donc Krav Maga, pour ceux qui ne savent pas, c'est le sport de self-défense. J'enseignais aux gens à se défendre et à se battre, mais pour moi, c'était déjà une voie de développement personnel. Et tout mon travail, c'était de leur montrer qu'ils étaient bien plus capables que ce qu'ils pensaient. Donc, c'est une façon pour moi de créer de l'amour, et voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as senti un changement pour toi, où tu t'es choisi, en acceptant de ne pas être aimé par certaines personnes, peut-être même par tes proches? Alors pour mes proches, mais même pour ma famille, je suis un peu un extraterrestre sur plein de choses. Comprennent pas des fois pourquoi je peux être à des moments très sombres et renfermé sur moi-même et des fois très expansif. Mais
même ma mère me l'a toujours dit, elle me dit c'est incroyable, tu as une capacité à rebondir, à choisir ta vie. Enfin, c'est... Ouais, ok, je me l'explique pas non plus, mais c'est comme ça. Et là, tu vois, à l'aube de mes 40 ans, bah voilà, je fais des choix de vie où j'ai accepté, j'ai fait un chemin de pardon sur mon beau-père, sur une partie de ma famille. Pour autant, aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai fait ce pardon que je vais être obligé d'être expansif, oh, je t'aime, et faire comme s'il y avait rien eu, en fait. Donc j'accepte aussi, tu vois, d'avoir mis de la distance avec une partie de ma famille, une partie de mes proches, de moins les voir. Euh, non pas que je sois dans de la rancœur, mais c'est juste que aujourd'hui, ça me nourrit plus. Faites votre vie, je fais la mienne. Et voilà, et je trace ma route. Donc oui, effectivement, je me choisis moi. J'impose à personne le choix de vie qu'ils veulent mener. Mais quand le choix de vie des autres vient chercher mes valeurs, vient chercher des choses, ou vient en contradiction avec mes convictions, bah ok, c'est cool, j'accepte que toi tu penses différemment, mais je suis pas obligé de te fréquenter. Donc l'un des choix de vie, par exemple, a été celui-là, ouais, de mettre de la distance avec certains amis, certaines personnes, parce que voilà, ton chemin de vie, je l'approuve pas. C'est contraire à mes valeurs, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais je suis pas obligé de te garder à côté de moi. Donc voilà, ça mène des fois, pour certains c'est un peu radical, mais au moins ça me nourrit au quotidien. Alors dit comme ça a l'air hyper simple. Je pense que dans les faits, ça ne l'est pas du tout. Euh, Ce qui retient souvent les gens, voilà, c'est le lien avec la famille. Oui, mais je peux pas faire ça. Tu te rends compte, ma mère, elle m'a tout donné, mon père m'a, enfin, voilà, ce sont, tu sais, on se construit avec des schémas culturels, un espèce d'héritage qu'on choisit pas. On nous le met sur les épaules. Et après, c'est à nous de savoir est-ce qu'on continue à le porter ou non. Et ma conviction, alors ma conviction, c'est que si tu es suffisamment en amour pour toi-même, tu n'as plus besoin de l'amour des autres. Aujourd'hui, et on le voit avec l'émergence des réseaux sociaux, on le voit de plus en plus, des grosses failles narcissiques, où dès que tu n'as pas le nombre de likes, ou dès que tu prends un peu aujourd'hui on appelle ça le cyberharcèlement. Un cyberharcèlement, c'est que tout le monde te dit que ce que tu fais c'est de la merde. Bah éteins ton téléphone, et le cyberharcèlement il est fini. Mais oui, mais éteins ton téléphone. Mais non, non seulement il faut qu'on s'expose aux yeux du monde, mais en plus de ça, le monde est obligé de nous aimer. Ben en fait, non. Non, non, non. Et donc, c'est Gary Vaynerchuk, c'est un marketeur américain, qui disait pour préserver tes enfants des méfaits des réseaux sociaux, développe leur estime personnelle. Parce que si je m'aime suffisamment, tu peux m'aimer ou me détester. L'un dans l'autre, hein, c'est les 4 accords Toltec, hein, ne le prends pas personnellement. L'un dans l'autre, en fait, ça parle pas de moi, ça parle de la vision que tu as de moi. Mais moi, comme je suis bien avec moi-même, j'ai pas forcément besoin de l'amour. C'est cool. C'est cool. On aime tous être aimés. L'ego, tout ça, c'est cool. Mais c'est pas indispensable à mon équilibre. Donc, pour moi, il y a ce truc-là. Et le deuxième, là, je renvoie un peu sur de la psychopatho et la base, mais ce qu'on considère comme un être humain correctement compensé, correctement structuré, c'est quelqu'un qui est capable de se soutenir de son désir tout en tenant compte de celui de l'autre. Donc se soutenir de son désir, c'est être capable de s'exprimer, d'affirmer son cadre, ses opinions. C'est être capable de dire oui, de dire non, de dire moi c'est ça ma vie, c'est ce que je veux mener, c'est ma direction. Et réaliser un peu ses rêves, tu vois. Donc se soutenir de son désir, tout en tenant compte de celui de l'autre, c'est-à-dire de ne pas nuire à autrui. Ce qui dans la société aujourd'hui peut causer du tort. Et on le voit, ceux qui ne se soutiennent pas du désir de l'autre, voleurs, violeurs, meurtriers, etc., sont des dangers pour la société. Donc si tu respectes ces deux fondamentaux-là, tu te soutiens de ton désir, tu tiens compte de celui de l'autre, tu es relativement en amour avec toi-même, ça pose déjà un bon cadre. Voilà. Après, on pourrait rentrer sur le triangle de Karpman, les gens qui se posent en victime, les gens qui se posent en sauveur, etc. Mais là, c'est un travail personnel à faire pour, ok, comprendre, moi, ma place, c'est ça. Tu essayes de me mettre dans une position où je te fais du mal parce que je veux pas être d'accord avec ton point de vue, mais ça m'appartient pas, en fait. Voilà. Je mène ma vie, je fais en sorte de ne pas avoir un impact négatif sur celle des autres, mais à un moment, chacun ses responsabilités. J'appelle ça, moi, redistribuer les cartes. Ouais, tout ça, c'est les jeux de l'ego, en fait. À partir du moment où on comprend comment fonctionne l'ego et, et qu'on arrive à revenir, tu sais, à cet équilibre dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Il ne faut pas ni trop en avoir, ni pas assez. Mais il y a une histoire de compréhension de comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne notre ego. Et à partir de ce moment-là, ben, on peut plus, on est moins pris dans les jeux de l'ego de l'autre Mmh. et dans les siens non plus. On peut se soutenir soi-même
faire gonfler notre ego quand vraiment il est rabougri, lui calmer le chou quand il se gonfle un peu trop. Et, En fait, notre société moderne, notre monde occidental nous a pas éduqués sur nos émotions, notre conscience, tout ça. On va à l'école, et en même temps, c'est bien, c'est le rôle de l'école de nous éduquer. L'éducation nationale, sur c'est deux faux. formes d'intelligence seulement, hein, sur les 8 ans. Oui, Il n'y en mais a en que deux. fait, et puis même, le mot en lui-même est mal choisi. Volontairement ou pas, on ne part pas dans des tests complotistes, j'en sais rien. Mais en fait, ça ne devrait pas s'appeler l'éducation nationale, ça devrait s'appeler l'instruction nationale. L'éducation, c'est nos parents. L'école est là pour nous instruire. Mais elle ne nous instruit pas sur des sujets fondamentaux qui sont réellement utiles dans notre vie. On n'a pas des cours d'émotion, on n'a pas de cours d'empathie, on n'a pas des cours de communication. On nous apprend, tu as reçu, on en parlait en off juste avant, tu as reçu Thomas Dansbourg, quelqu'un que j'adore. Il le dit très bien. On n'apprend pas à s'écouter. Aujourd'hui, on trouve même ça normal de payer 60, 100 balles, voire plus pour certains coachs, juste pour qu'ils nous écoutent. On appelle ça des psys. Mais c'est un truc de dingue. On nous apprend pas ça. Par contre, on nous apprend à jouer de la flûte. Et ce que je dis, c'est pour ça que peut-être qu'il y a autant de joueurs de pipeau qui nous gouvernent. Voilà. Ça, oui, c'est admis. Et donc, dès qu'effectivement on développe une conscience de soi-même, on commence à pouvoir identifier les mécanismes et du coup, ils sont moins susceptibles de nous contrôler. Tout comme à la maison, si tu apprends à te servir de ta gazinière, de tes ustensiles. Je te dis ça parce que je viens de finir de manger. Donc c'est le premier exemple qui me vient, qui me vient comme ça. Mais je suis moins susceptible de faire cramer mes crêpes bretonnes que j'ai mangées ce midi, par exemple. Voilà. Elles étaient parfaitement cuites. Pourquoi ? Parce que j'ai un niveau de conscience où je sais exactement à quel degré ou quel thermostat je dois mettre ma poêle, etc., etc. La conscience, c'est pareil. À l'instant où on nous apprend les mécanismes, on y est moins soumis. On peut reprendre du contrôle, du leadership dessus. On peut déjà les comprendre, effectivement, l'ego. Et comprendre que l'ego, c'est pas quelque chose de négatif. L'ego, c'est un chevalier protecteur. L'ego, il est là pour La te faire construction du moi, Hum, pouvoir avoir une identité. C'est important d'avoir c'est une ça. identité. Quelqu'un qui n'a pas d'identité, il est paumé. Donc, Ah ni parle-en. trop d'ego et J'ai- j'écrase les autres, mais ni pas assez non plus où j'ai pas de place. Regarde aujourd'hui ce qui se passe avec les mouvements wokistes où tu changes d'identité toutes les 4 minutes. Et c'est à la société de changer pour t'admettre dans ton identité à toi. Et on nous dit aujourd'hui que ça, c'est la norme et que ça doit être accepté. C'est pas mes convictions. Et c'est pas ce que je vais défendre. Mais effectivement, l'identité, c'est un point central et l'ego permet de nous dire « Oh, j'existe !» Donc quand on est secoué dans notre ego, c'est quoi ? C'est qu'on est venu remettre en cause quelque chose d'important pour nous. Et à ce moment-là, une fois qu'on comprend ça, on peut faire le choix en conscience de continuer à partir dans l'ego et de s'affirmer ou de dire « Ok, quelles sont les autres options que j'ai ?» Au quotidien, c'est pas toujours évident de prendre soin de soi. Nous sommes tous différents, avec des moyens différents de répondre à nos besoins, mais chaque expérience peut en inspirer d'autres. Qu'est-ce que tu mets, toi, en ce moment, en place pour prendre soin de toi? Alors, moi j'ai tendance à être un peu expansif. Je travaille par passion. Ça fait à peu près 15 ans que j'ai choisi de quitter le salariat et de ne faire que ce que j'avais envie. Mais je suis un vrai gros bosseur. Je suis un passionné. Je suis un échec scolaire, mais passionné d'apprentissage. J'ai assez peu de loisirs. Le soir, quand je déconnecte, quand j'arrête de bosser, c'est pour regarder des conférences sur des sujets, voilà. Il y a quelques temps, j'étais à fond sur l'astrophysique. Je voulais comprendre la théorie de la relativité. Je me bouffais des heures de conférences là-dessus. Alors, je dis pas que j'ai tout compris, mais j'en sais un peu plus. Et ce qu'il faut, c'est être conscient déjà de ça, conscient de soi-même, conscient de ses vices. Tu vois, ces 3 dernières semaines, je suis dans une phase un peu d'accélération, ce dont on parlait tout à l'heure juste avant de débuter l'enregistrement. Une phase d'accélération de mon business, ça me plaît énormément. Pour autant, et c'est là où tu vois, tu as des gens qui se font complètement absorber par leur taf, il faut être conscient de ça. On enregistre cet épisode un vendredi. Mercredi, j'ai fait une journée de 19 heures. Je me suis levé à 4 heures du matin, je me suis couché, il était 19. En plus, je suis fort en maths, je me suis couché 23h minuit. Je fais voilà. Le lendemain, évidemment, j'étais KO. Je ne vais pas faire ça tout le temps, mais c'est d'être conscient que, en tant qu'entrepreneur, il va y avoir des phases de sprint. Il va y avoir des phases où, si je continue en sprint, je ne peux pas courir un marathon. Et l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Donc, je suis conscient que temporairement, je vais devoir avoir cette phase de sprint. Par contre, je dois avoir des indicateurs très fermes et très structurés qui me disent là,
Attention, le temporaire est en train de devenir définitif. Donc moi, par exemple, c'est simple, je suis en garde alternée. Donc une semaine sur deux, j'ai ma fille, une semaine sur deux, je suis tout seul. Quand j'ai ma fille, il y a un truc qui est non négociable, c'est que de 7h à 9h le matin, je ne travaille pas, parce que je lève mon enfant et je suis avec elle. Et à partir de 16h15, je ne travaille plus, parce que je pars à l'école la chercher et je suis avec elle jusqu'à son coucher. Et après, je suis trop KO dans mon biorhythme. Travailler le soir, c'est pas possible pour moi. Par contre, me lever tôt le matin, je pensais pas que c'était possible. J'ai testé, ça me va très bien. Je me lève à 4h, 4h30 le matin et j'attaque ma journée ici. Et dès que je sens, quand je suis dans ma semaine de papa, dans ma semaine solo, j'ai ma semaine de papa, ma semaine solo, bah c'est aussi de se rendre compte qu'en termes de volume horaire, je peux vite me faire absorber. Et donc, c'est de me placer des phases de récup non négociables. Typiquement, voilà, je me lève très tôt le matin, j'ai une phase créative jusqu'à 8, 9 heures, je peux écrire, ensuite je vais un peu sur les réseaux, ensuite j'ai quelques coachings, et à midi, je vais au CrossFit, c'est non négociable, de midi à 15 heures, tu ne pourras jamais m'avoir. D'ailleurs, ne m'appelle jamais entre midi et 15 heures, je ne décrocherai pas. Je vais au CrossFit, je me fais à manger, je fais ma sieste, tu vois, c'est un temps incompressible qui est juste non négociable. Et donc, en mettant en place ces indicateurs non négociables, eh ben, ça me permet aussi de me préserver parce que je sais que ce moment, il m'est important. Donc voilà, moi, l'astuce que j'ai trouvée, que je mets en place, ça a été un petit travail d'introspection aussi sur savoir, ok, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok. Et puis, accepter que, ok, mon idéal, par exemple, serait de travailler 2 mois et 1 mois off. 2 mois, 1 mois, 2 mois, 1 mois, toute l'année comme ça. Je ne vais pas l'obtenir tout de suite, mais j'ai besoin de créer un business qui corresponde à ça. Et donc, ce business, je vais le construire petit à petit. Il y a d'abord des éléments qui sont beaucoup plus importants pour moi à l'instant T, le temps avec ma fille, ça je peux le mettre en place tout de suite. Et la vie de rêve que je veux mener en alternance de 2 mois à 1 mois, peut-être que je l'aurai que dans 2 ans. C'est ok, je suis en chemin. Mais en tout cas, le quotidien, aujourd'hui, ma journée type, elle est faite sur des éléments qui vont m'amener de la stabilité, qui fait que le burn-out ne sera jamais, enfin, je ne vais pas le frôler, puisque j'ai pu identifier les éléments, mes fondamentaux de vie, en adéquation avec mes valeurs. Comment tu cultives ton estime de toi malgré les critiques, publiques ou privées, et les ratés? Je m'envoie du love pour les valeurs que j'incarne au quotidien. On peut me critiquer sur mes comportements. Mes comportements ne reflètent pas qui je suis. Ce n'est qu'un comportement. Les gens qui critiquent, qui jugent, qui envoient, tu vois, les haters sur le net, etc., ne critiquent qu'une vision qu'ils ont construite à partir de ce qu'ils ont sous la main. L'exemple que je prends souvent, et je pense qu'on a tous connu ça, tu sais, tu es en voiture, c'est les bouchons, tu prends une sortie d'autoroute et là, tu as une file d'attente sur la sortie. Et là, tu en as un qui passe en voiture, qui se rabat au dernier moment. Toi, ça fait un quart d'heure que tu attends et à ce moment-là, l'ego, on en parlait, qui espèce de... Toi, là-bas Petit toi. Tu l'insultes de tous les noms. Voilà, t'es énervé. Maintenant, on revient en arrière et on rajoute un élément, c'est que t'es toujours dans ta voiture, t'es toujours dans les bouchons. Le mec passe pour se rabattre, mais au moment où il se rabat, tu vois que sur le siège arrière, il y a un enfant, le bras en sang, en écharpe. Tu vois que le conducteur, il est blanc et il est en train de tracer. En général, entre ces deux situations, il se passe quelque chose, c'est que dans le deuxième cas, la personne se dit « Oh, je le laisse passer ». Un même comportement, il double tout le monde, il se rabat au dernier moment. Mais un élément en plus qui change notre point de vue. Dans le premier cas, j'ai un point de vue et je me fais une idée de la situation. Dans le deuxième cas, j'ai un point de vue différent, mon idée va être différente. Quelqu'un qui nous envoie de la haine sur le net, qui nous critique ou autre, il est exactement dans ce cas de figure-là. Il n'a qu'un point de vue sur nous. Et comment moi je m'envoie du love? Simplement en restant connecté à mes valeurs, en essayant de ne pas le prendre personnellement. Des fois, c'est pas évident. Il y a des sujets sur lesquels c'est facile. Tu peux venir me chercher sur plein de sujets. Il y en a d'autres sur lesquels, évidemment, ça va venir un petit peu me taquiner. Mais le simple fait d'arriver à rester centré sur mon système de valeurs, à essayer de les incarner au mieux, et je ne suis pas parfait, mais à essayer d'incarner ça, d'être en amour dans le maximum des situations, d'être le père que j'ai envie d'être, la personne que j'ai envie de devenir, bah simplement ça, je me dis ok, t'es quand même un mec cool. Et donc je viens puiser de l'estime personnelle sur la manière dont j'incarne mes valeurs, moins que sur mes comportements. Parce que mes comportements, de toute façon, seront toujours imparfaits. Merci. Ça te parle? Ouais, complètement.
En conclusion, quel secret la vie t'a apporté que tu souhaiterais léguer à ce monde? Le secret que la vie m'a apporté. Mhm. Hmm. Est-ce qu'il y a un secret? J'aime bien la notion de se foutre la paix. Parce qu'on est tellement exigeant avec nous-mêmes. C'est pour ça que tu parlais de l'estime personnelle, de l'amour de soi. On s'aime pas parce qu'on se juge pas assez à la hauteur, on se juge durement, on est toujours en train de se critiquer. Oh, fous-toi la paix. Tu vois, sur les réseaux sociaux, moi j'ai un petit côté un peu grande gueule, tout le monde pense que ouais, Romain il met des coups de pied au cul, il les rentre dedans, etc. J'ai des clients qui viennent me chercher, j'ai besoin d'un coup de pied au cul. Mais non, t'as pas besoin de ça. Toute ta vie, tu te mets des coups de pied au cul. Si ça devait fonctionner, tu serais pas en train de me demander de t'en mettre un, tu t'en es mis un ce matin. Non, mais oui, t'as besoin d'une main dans le dos en fait. T'as pas besoin, ce que je dis, t'as pas besoin de te faire violence, t'as besoin de te faire douceur. Et le fait d'être plus indulgent avec moi, tu vois, attention, hein, j'ai de hauts standards et je me challenge énormément. Tu cherches Toute ma vie. l'excellence, mais pas la perfection. Oui, C'est là la mais c'est différence. exactement ça. Ça a l'air de rien, mais c'est toute une différence. Mais ouais, Dans mon l'excellence, but, tu sais que tu vas passer par l'échec, tu vas passer par une c'est remise en ça. cause, tu vas passer par du temps d'apprentissage. Ouais. 1% meilleur chaque jour. Mm. Ça, c'est mon challenge, tu vois. Et c'est tellement ancré en moi aujourd'hui, cette société. Tu vois, l'autre fois, j'étais dans le train et sans juger, encore une fois, hein, mais il y a quelqu'un qui lisait un livre et sur le livre, il y avait marqué détruire la culture de la performance. Je crois que c'est ça. C'est un truc comme ça. Mais comment on peut faire ça? C'est pas imprimé dans le code de la vie de ne pas se développer. Toute vie sur Terre ou dans le cosmos ou autre est en expansion. Même un virus qui paralyse le monde, il va tuer son hôte, mais il est en développement. Pour ça, quand j'entends certaines personnes nous dire il faut de la décroissance, non, c'est pas possible. La vie ne fait pas de décroissance. La vie est en croissance permanente. Ouais, après, on Donc, peut entendre qu'il y a une consommation un peu différente à faire. Oui, Plutôt oui. qu'essayer de compenser Il faut par de la pas enlever la consommation, consommation. peut-être qu'on peut s'apporter de l'amour différemment. Enfin, il y a des C'est trucs à faire. exactement ça. Mais c'est exactement ça. Tu vois, en psycho, tu le sais, tu fais pas moins de quelque chose qui t'est bénéfique. Tu fais plus de ce besoin, mais d'une encore meilleure manière. Tu choisis Et une moi, ma change de conviction, solution, en fait. Ouais. mais oui, moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que tu peux améliorer plein de choses dans ce monde. Mais il faut pas chercher à faire moins d'un truc qui nous fait kiffer. Aujourd'hui, on parle d'émissions carbone ou autre, on parle des data centers. Je mets au défi quiconque, même les militants qui sont là en train de dire il faut moins de CO2, de supprimer les data centers et d'enlever leur Internet aujourd'hui. Je veux dire, non. Trouvons un autre moyen D'en faire meilleur, voilà, d'aller vers ça. Je dérive un petit peu et la question c'est est-ce qu'il y a un secret que la vie t'a donné? Foutons-nous la paix, acceptons d'être sur un chemin, acceptons que de toute façon on ne mourra pas parfait. Acceptons que la quête, c'est pas tant l'objectif d'être parfait, mais c'est la quête en elle-même qui est intéressante. C'est ça le voyage, ce que j'appelle la boussole du kiff. C'est pour ça que j'ai fait en sorte que chacune de mes journées soit épanouissante. Parce que même si j'atteins pas mon objectif, ce qui est incertain, je sais pas si j'atteindrai mon objectif, et j'en ai un. Mais au moins chaque jour, je me serais levé avec ce rêve, j'aurais marché dans ce rêve, dans la direction de ce rêve, et chaque jour aura été épanouissante. Donc, foutons-nous la paix, sans pour autant tomber dans la complaisance envers nous-mêmes. Il ne s'agit pas de ça, c'est restons dans l'excellence, mais soyons plus gentils avec nous-mêmes. Et rien que ça déjà, waouh, ça fait du bien. C'est clair. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience, Romain. Avec plaisir. J'espère sincèrement que toi, auditeur, tu profites de ces clés pour t'inspirer dans ton propre chemin, pour t'aimer encore plus et puis t'accepter, d'être gentil avec toi. J'adore cette phrase. Sois gentil, lâche-toi la grappe, sois sympa juste avec toi. Sois cool avec toi. J'ai hâte de lire en commentaire sous cette vidéo tes retours, tes questions. On sera là avec Romain pour y répondre. Donc Avec plaisir. n'hésite pas, vas-y. On est là, on va lire et on va te répondre. Romain, je te souhaite une très belle continuation dans tes projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? C'est quoi tes actus? Sur LinkedIn. Romain, c'est quoi ton site? Bon, j'en ai toujours pas en fait. Il faudrait peut-être que j'en fasse un. Je sais pas. Sur LinkedIn, Romain Drouet, vous venez me faire un petit coucou. Je pense que tu mettras sûrement le lien en description. Il y aura le lien en dessous. Ouais. Ta chaîne YouTube aussi? Oui, il faut que je la développe aussi. Elle me sert à héberger des vidéos que je donne à mes clients. Je me laisse tellement porter par la vie que je manque de régularité.
Enfin, là, je suis en train de structurer parce que je me rends compte que bon, quand même, j'arrive à faire des choses pas mal. Il serait temps de structurer. La chaîne YouTube va arriver gentiment. Il y a déjà des vidéos assez anciennes, etc. Je vais pas mentir, c'est pas ma priorité absolue. C'est un support que j'utilise. Je suis pas régulier dessus, mais à l'heure actuelle, LinkedIn. J'avais lancé un podcast. J'ai eu du mal à avoir de la régularité. Je pense que je vais le reprendre. Mais à l'heure actuelle, LinkedIn, c'est très bien. Romain Drouet, un petit bonhomme jaune. C'est moi. Vous allez retrouver le lien sous cette vidéo. Cher auditeur, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie. Sois sympa avec toi-même. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview toujours aussi inspirante. Merci, à bientôt. Salut Romain. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.